Merci Jean-Jacques, merci Jean-Marie pour cette introduction. Et vraiment merci au réseau chrétien immigré de nous donner la parole, de donner la parole aux Méditerranée. Il est clair, depuis l'Afrique jusqu'à la France, jusqu'à nos villes, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de solidarité aussi. Et le réseau chrétien immigré, SOS Méditerranée, sont partie de cette chaîne, mais il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Alors, je vais essayer de ne pas être trop brouillon dans la présentation. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je laisserai là. Je pense qu'il y aura des questions par la suite. Je vais faire une présentation de l'association, un historique de la création de cette association, pourquoi nous sommes là. Nous ne devrions bien sûr pas être présents en Méditerranée centrale. Ce n'est pas le rôle des ONG. Je vous donnerai quelques notions de droit maritime sans être trop rébarbatif, mais c'est important de comprendre dans quel environnement nous opérons et la situation en Méditerranée centrale également. Et puis je laisserai Marie aller plutôt sur le sujet d'une de nos missions qui est la protection et le témoignage de toutes les personnes rescapées que nous avons sauvées depuis un peu plus de 5 ans maintenant, et un total de 31 799 personnes. C'est important, on parle malheureusement, je reviendrai peut-être là-dessus, mais lors de toutes les interviews, les interventions que nous avons, parce que je suis, comme tu l'as dit Jean-Marie, je suis issu du milieu de la marine marchande, on sauve des personnes avant tout, et même lors des interviews, les journalistes reprennent souvent le terme « on va chercher des migrants, on sauve des migrants ». Oui, c'est souvent des migrants, mais avant tout ce sont des personnes. Et dans les règlements maritimes, dont je parlerai tout à l'heure, ce qui est essentiel, c'est qu'il y a des naufragés, et puis ensuite ce sont des rescapés à bord. Et le droit est très clair là-dessus, et c'est une obligation morale avant tout. C'est une obligation légale également. Donc SOS Méditerranée a un peu plus de 5 ans d'existence aujourd'hui. C'est une association civile européenne de sauvetage en mer. C'est la première mission principale. Nous sommes présents en France avec des bureaux à Marseille et à Paris, en Allemagne à Berlin, en Suisse à Genève et en Italie à Milan. Association civile européenne, c'est-à-dire que nous essayons au maximum de ne pas avoir d'engagement politique, même si notre mission a des impacts sur la politique. Et le financement de l'association est à plus de 90% par des dons de citoyens et citoyennes européens. Le reste, c'est des collectivités locales et quelques mécènes. De plus en plus de collectivités nous rejoignent. Nous essayons de développer ce type de financement parce que nous sommes tous concernés, évidemment, par ce drame en Méditerranée. Nous avons 3 missions. La principale, bien sûr, c'est le sauvetage en mer. Une deuxième mission qui est la protection de ces rescapés à bord, dont parlera plus en détail Marie. Et puis la dernière mission, c'est le témoignage, le faire savoir, et c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, mais je développerai également cette mission. Au cours des 6 dernières années, plus de 20 000 personnes sont décédées en Méditerranée. Tout le monde sait que ce chiffre est totalement sous-évalué, parce que ce sont des chiffres qui sont établis après, malheureusement, des corps qui s'échouent sur des plages ou des témoignages. Mais ils ne tiennent pas du tout compte de tous ceux qui sont disparus sans témoin. Donc ces chiffres sont terribles. Et ils sont issus de l'Organisation internationale des migrations. Selon les rapports de l'OIM, de l'Organisation internationale des migrations, au cours de cette même période, la Méditerranée représente environ donc 50% des décès de migrants dans le monde. Il y a 3 routes principales migratoires en Méditerranée, la route orientale, donc entre la Grèce et la Turquie, la route Méditerranée centrale entre la Libye principalement
et l'Italie et Malte. Et puis enfin la route occidentale entre le Maroc et l'Espagne. Mais c'est vraiment la route de Méditerranée centrale qui est de loin la plus meurtrière, puisque 80% des décès en Méditerranée au cours des 6 dernières années ont lieu en Méditerranée centrale. C'est pour ça que nous sommes en Méditerranée centrale. Nous devrions être un peu partout, mais on ne peut pas, évidemment, nous sommes là où il y a la priorité. Je vais revenir sur l'historique de la création de l'association. Le 3 octobre 2013, c'est une date historiquement dramatique. Il y a donc un chalutier qui s'approche de l'île de Lampedusa. Il se situe à environ 2 km de l'île. À son bord, il y a plus de 500 personnes qui sont entassées. Il est 7 heures du matin et leur moteur tombe en panne. Donc, ils ont une avarie de moteur et cette avarie de moteur produit une fuite de fioul. Et pour attirer l'attention, malheureusement, une des personnes à bord tente d'allumer une couverture pour attirer l'attention de pêcheurs qui ne sont pas loin. Et puis, bien sûr, le feu va se propager à l'ensemble du bateau. Il y en a qui sautent à l'eau, il y en a qui se précipitent d'un bord du bateau et le bateau va chavirer. Les pêcheurs qui ne sont pas loin tentent d'intervenir, de prévenir les gardes-côtes italiens. Personnes seront sauvées, mais 366 meurent noyés, à proximité, donc à 2 km de Lampedusa. Ce drame, c'est une date dramatique. Ce drame va provoquer vraiment un émoi très important en Italie. Et l'Italie, le gouvernement italien à l'époque, va mettre en place une opération très importante, financée également par l'Union européenne, qu'on va appeler l'opération Mare Nostrum. Parce que à cette époque, il y avait probablement plus de solidarité. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça a provoqué un émoi considérable en Italie. Cette opération qui va coûter 100 millions d'euros mobilise 5 000 personnes en 12 mois. Donc, cette opération on démontrera par la suite que c'est totalement faux. Les départs ont continué. D'autres opérations, qu'on appelle Triton, Sophia, etc., mais toutes ces opérations ne seront absolument pas dédiées au sauvetage en mer, elles seront dédiées à la lutte contre les trafics et à la protection des frontières. Donc en 2015, le rythme des départs va continuer, la mortalité va évidemment augmenter. Il y a un autre drame mémorable dans l'histoire de la Méditerranée, c'est le 19 avril 2015, un chalutier qui avait quitté les côtes libyennes, qui chavire à environ 110 km des côtes, qui fait plus de 800 victimes. Il n'y a que 28 survivants. C'est le naufrage connu le plus meurtrier en Méditerranée depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu, là encore, un élan de solidarité en Italie. Les autorités italiennes ont décidé de renflouer ce bateau. Et il y a eu en particulier, on en a beaucoup parlé, une médecin légiste italienne avec toute une équipe qui a tenté de donner un visage, un nom à toutes ces personnes décédées sur ce bateau. Et là, on a découvert qu'il y avait en fin de compte plus de 1000 personnes décédées lors de ce naufrage. Donc, ce qui confirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les chiffres de ce drame sont totalement sous-évalués. Donc, c'est à ce moment-là, au même printemps 2015, que l'association SOS Méditerranée a été créée par Sophie Beau, une humanitaire française, et puis un capitaine de la marine marchande allemand, Klaus Vogel. Donc, SOS Méditerranée a été créée d'abord en Allemagne et en France, avec l'objectif d'affréter un bateau pour faire des sauvetages. Dans leur réseau, il y a une mobilisation de tout leur réseau, entre Sophie et Klaus, et
Ils sont arrivés avec un crowdfunding, avec une mobilisation, un appel de fonds, à récupérer très rapidement une somme assez importante pour pouvoir affréter un bateau. Et avec l'aide d'un mécène allemand qui s'est porté caution, ils ont pu affréter le fameux bateau Aquarius dont vous avez tous entendu parler. Tristement célèbre quelquefois parce que il y a eu vraiment un harcèlement sur ce bateau à partir de 2017. Donc, l'association SOS Méditerranée, cette très belle initiative a été saluée. L'association a reçu des prix, le prix du citoyen européen en 2016, le prix de l'UNESCO, le Grand Prix de l'UNESCO en 2017, un Grand Prix également allemand. Ça a été le label Grande Cause Nationale en 2017 avec la SNSM également. Puis, entre parenthèses, en 2020, SOS Méditerranée, parmi des centaines d'associations, a été dans les derniers nominés, les 4 derniers, pour le Aurora Prize, qui est une grande fondation américaine. Malheureusement, ce n'est pas SOS Méditerranée qui a eu le prix final, mais c'était 4 belles associations. Et je pense que Sophie Beau, qui était nominée, c'est une grande fierté pour l'association d'avoir été nominée pour ce prix. Mais à partir de 2017, il y a vraiment un virage qui s'opère. Donc on le voit, il y avait déjà un manque de solidarité de l'Europe, mais là, il y a un début de harcèlement des ONG. Il y a toutes sortes d'accusations qui sont lancées contre les ONG, de trafic, de complicité avec les passeurs, alors que bien évidemment, nous n'avons jamais eu le moindre contact. Durant l'été 2018, je ne vais pas revenir en détail sur cette fameuse odyssée de l'Aquarius qui a fait la une de tous les journaux du monde. Cette triste odyssée de l'Aquarius du temps de M. Salvini, ministre de l'Intérieur. Un harcèlement qui a continué puisque l'Aquarius avait un pavillon Gibraltar. Le pavillon de Gibraltar qui a décidé de retirer son pavillon, soi-disant parce que nous n'avions pas déclaré le navire comme un navire de sauvetage, ce qui a été prouvé totalement faux, puisque c'était bien déclaré, mais pression politique, Gibraltar a décidé de retirer son pavillon. L'Aquarius a été immatriculé au Panama. Au bout de très vite, le Panama a retiré également son pavillon sous pression des autorités italiennes qui menaçaient de bloquer tous les navires pavillon Panama en Italie. Il y a eu également une accusation d'un procureur de Catane de mauvais tri des déchets, complètement faux puisque tout est déclaré. C'est une accusation contre MSF et contre le bateau. Tout cela a fait que l'association a dû se séparer de l'Aquarius fin 2018 et de trouver un nouveau bateau. Un nouveau bateau, donc il fallait trouver un pavillon, un État qui soit solidaire, qui ait une réputation d'indépendance et de solidarité au niveau des droits humains. L'Ocean Viking, pavillon norvégien, qu'il a fallu aménager avec un petit hôpital à bord, avec 4 lits d'hôpital, des abris pour les femmes, enfin beaucoup d'équipements pour que le navire soit apte à faire tous ces sauvetages ont enfin pu avoir lieu en août 2019. Monsieur Salvini était encore là, et le 10 juin 2019, donc peu avant que nous commencions nos opérations, il y a eu un décret sécurité mis en place par le ministre de l'Intérieur italien, donc monsieur Salvini, qui a permis de légaliser une pratique qui consistait à retarder ou à refuser le débarquement des personnes secourues en mer. Même si c'est au niveau international, c'est totalement illégal, ce décret a été publié, avec le risque de confiscation des navires et l'arrestation du capitaine et une amende de plus d'1 million d'euros. Donc le premier sauvetage de l'Ocean Viking a été compliqué. Nous avons pu, au bout d'un certain nombre de 2 semaines, débarquer les rescapés à Malte, mais en dehors des eaux territoriales et avec le soutien officieux de quelques États européens qui ont accepté de répartir ces rescapés dans leur pays. L'année 2020, pour continuer dans les difficultés de nos opérations, l'année
2020 a été particulièrement difficile puisque nous avons pu opérer le navire qu'un quart de l'année. D'abord en raison de la pandémie, en premier l'Italie, on se souvient de drames qui les a frappés, et qui, dès que nous avons fait des sauvetages en février, le navire a été mis en quarantaine au moment, et les rescapés également, au moment du débarquement, et l'association a décidé à ce moment-là de revenir sur Marseille pour faire une évaluation et voir comment gérer d'une manière responsable cette crise. À ce moment-là, notre partenaire MSF, très vite, a voulu repartir en mer et nous avons estimé que ce n'était pas raisonnable. Nous n'avions pas du tout la même stratégie parce que nous étions affréteurs du navire, nous sommes affréteurs du navire, les opérations de SOS Méditerranée sont gérées depuis la France et nous savions que l'armateur refuserait de partir parce qu'il y avait déjà un drame, on en a beaucoup parlé, dans le milieu maritime qui empêchait les relèves d'équipage et une situation de Covid à bord peut être dramatique. Donc il était très important de mettre en place des protocoles de confinement, de quarantaine avant d'embarquer les équipages et de trouver tous les équipements nécessaires, de voir des sas de décontamination, de changer nos procédures, etc., etc. Donc nous avons pris le temps de cet arrêt forcé pour mettre tout cela en place avant de repartir en mer. Et d'ailleurs, tous les navires des ONG, à ce moment-là, ont stoppé les opérations. Nous n'avions d'ailleurs pas la garantie des autorités italiennes d'avoir la possibilité d'évacuer ce qu'on appelle des medevac, des évacuations d'urgence par hélicoptère, lorsque nous avons une femme enceinte qui a des problèmes sérieux de santé ou qui a des blessés par balle, il y a quelquefois des blessés graves que nous pouvons en cas d'urgence nous ont toujours permis d'évacuer ces personnes. Dans ce cas-là, les autorités italiennes ne pouvaient plus garantir, vu leur situation, la situation de la pandémie en Italie, et donc il n'était pas raisonnable de repartir en mer. Donc nous avons profité de ce temps de repos pour mettre en place tous ces protocoles, qui sont toujours en application aujourd'hui, bien sûr, pour le sauvetage, et nous sommes repartis en mer. Alors, ce départ en mer le 25 juin était important et très vite nous avons pu à nouveau faire des sauvetages, et quelques opérations de sauvetage et récupérer des personnes dans des conditions très difficiles. Certaines étaient vraiment déshydratées, avaient passé plusieurs jours en mer, ils étaient épuisés et nous avons vécu certainement à ce moment-là une des pires situations depuis l'existence du premier sauvetage en début 2016. Nous avons dû attendre des jours et des jours avant de pouvoir débarquer ces personnes et la tension est montée à bord et à la fin, il y a eu des tentatives de suicide. On ne peut pas imaginer la situation de ces personnes qui ont vécu l'enfer libyen et qui ont passé plusieurs jours en mer, qui arrivent d'une manière absolument très très difficile et qui ne voient pas d'avenir. On leur dit, vous ne ramènera pas en Libye, mais on ne peut pas vous dire quand est-ce que vous allez débarquer et où vous allez débarquer. Psychologiquement, toutes ces personnes sont dans un état très fragile, une tension très importante à bord. Et le commandant a été obligé de déclarer ce qu'on appelle l'état d'urgence, une situation très grave. Et à ce moment-là, les autorités italiennes ont enfin accepté d'envoyer une équipe d'évaluation à bord. Nous avons quand même fait 7 demandes de débarquement de ces rescapés aux autorités avant d'avoir une réponse. L'évaluation qui a été faite
a confirmé qu'il était urgent de débarquer ces personnes. Ils ont conclu à un inconfort psychologique et une situation quasi incontrôlable. Mais, encore une fois, aucune solution de débarquement ne nous a été proposée. Ce ne sera finalement que le 7 juillet que les rescapés seront débarqués au sud de la Sicile, à Porto Empedocle. Les rescapés seront transférés sur un ferry et l'équipage sera mis en quarantaine également, comme les rescapés. Tout le monde sera testé négatif au Covid-19, mais nous irons jusqu'au bout de cette quarantaine. À la fin de la quarantaine, les autorités italiennes ont encore exigé une désinfection complète du navire. Et puis ensuite, ils ont fait ce qu'on appelle un contrôle par l'État du port. Nous avons probablement, en tant qu'association, notre navire, l'Ocean Viking, et c'était déjà le cas de l'Aquarius. Les navires les plus contrôlés au monde. Ces contrôles qu'on appelle contrôle par l'État du port sont des contrôles tout à fait cool. Il y a également des accords pour éviter de multiplier les inspections régulièrement, et c'était le 4e contrôle subi par l'Ocean Viking. Et nous avons subi un contrôle excessivement pointilleux, psychorigide, avec 2 personnes, ça a duré 11 heures, et ils ont vraiment cherché les non-conformités à bord. Donc, c'est mon métier. Un bateau, c'est probablement des industries les plus réglementées au monde. Tout est réglementé sur un bateau, de la peinture de la coque, la cuisine, la fumée, etc. Donc, évidemment, si vous cherchez la non-conformité, vous allez la trouver. Donc, ils ont trouvé quelques déficiences techniques, mais surtout, ce qui a justifié pour eux le blocage du navire, une détention du navire, c'est qu'ils ont considéré que notre mission, c'était principalement le sauvetage. Et donc, ils ont considéré que les rescapés devaient être considérés comme des passagers. Tous les navires du monde, en cas de détresse, ont l'obligation de se porter au secours des naufragés, peu importe le nombre maximum de personnes qu'ils peuvent transporter à bord. Les navires ont un certificat qui les autorise un nombre maximum de personnes. Donc pour l'Ocean Viking, c'était 41 personnes. Mais bien évidemment, quand vous avez 200 personnes qui sont en détresse, vous n'allez pas les laisser en leur présentant le papier. Donc cette interprétation, du droit maritime, nous l'avons contestée, mais les autorités italiennes n'ont rien voulu savoir. Et donc, il a été très compliqué ensuite, parce que nous avons un pavillon norvégien, une société de classification, donc, qui est une société qui classe le navire italienne, un armateur norvégien, les gardes-côtes italiens, nous sommes la fretteur association française. Il a fallu que nous convainquions toutes les parties pour trouver la meilleure solution. Et nous avons finalement accepté de Vienne, qui nous demandait donc d'avoir des certificats avec une capacité bien plus importante, qui concernait donc des équipements d'urgence en cas d'abandon du bateau. Et puis également, il y a énormément de certificats sur un bateau, je ne vais pas vous aller dans le détail, mais également, par exemple, le certificat, ce qu'on appelle le sewage, c'est pour les eaux usées, le traitement des eaux usées, donc pour avoir également une capacité bien supérieure. Nous avons la chance d'avoir un très bon bateau qui a servi dans le passé de navire de sauvetage en cas de catastrophe en mer du Nord sur des plateformes de forage. Donc, le navire avait une capacité que nous avons pu l'adapter 5 mois auprès des autorités italiennes, même si nous contestons cette interprétation, avec 8 radeaux de 100 places supplémentaires, avec des
sauveteurs. Les marins sauveteurs sont là pour faire du sauvetage. Et je veux dire qu'on a eu quand même une certaine solidarité du monde maritime à ce moment-là. Il y a eu un autre cas l'été dernier dramatique, un navire de commerce de Maersk, le plus grand armateur mondial, qui est resté pas loin de 40 jours avec des rescapés à bord. Donc, ce manque de solidarité des États européens. Je vais avant de vous parler de nos missions principales, je vais essayer de pas être trop long non plus, je vais vous donner quelques éléments de droit maritime pour vous montrer. Je vais partager un écran, un instant. Le monde maritime, enfin il y a une réglementation internationale qui cadre bien le sauvetage en mer avec des zones qui permettent de responsabiliser tous les États côtiers pour le sauvetage en mer. Et je vais essayer de partager l'écran, excusez-moi. Dans chaque zone, vous avez voilà. Chaque État a une responsabilité et désolé, c'est pas facile. Voilà. Voilà. Donc, je vais agrandir un tout petit peu. C'est ce qu'on appelle les crosses en France, par exemple. Vous avez un cross à Marseille, vous en avez un autre à Griné, au large de Brest également. Donc, les zones sont dans chaque zone, les États ont une responsabilité en cas de crash aérien ou en cas de naufrage de navire. Malheureusement, en 2018, il y a une zone importante qui était sous responsabilité italienne, et ça se passait bien jusqu'à maintenant, qui a été attribuée sous pression de l'Europe et de l'Italie principalement. Il y a une zone immense qui a été attribuée aux autorités libyennes. Donc, cette zone, vous la voyez, les autorités qui sont responsables de la zone, ils doivent faire une veille 24 sur 24, ils doivent avoir des moyens évidemment de sauvetage importants, ils doivent parler anglais, ils doivent assurer une coordination. Et les Libyens sont incapables de faire ça. Ils ont des moyens de sauvetage qui leur sont fournis par l'Europe, malheureusement, et quand ils interceptent les personnes, ils les ramènent en Libye. Donc nous, lorsque nous faisons un sauvetage, nous respectons le droit maritime, bien sûr, nous ramenons, nous contactons les autorités libyennes et quand ils nous répondent, ils nous demandent toujours de ramener les personnes dans un lieu sûr. Le lieu sûr est bien défini dans le droit international. C'est un lieu qui compte. Les opérations de sauvetage prennent fin, bien sûr, mais où la vie et la sécurité des personnes n'est plus menacée, où on peut subvenir à leurs besoins fondamentaux, abris, vivres, soins médicaux, et où le transport des personnes sauvées vers leur destination finale peut s'organiser. Donc, nous sommes très vigilants en tant qu'association de respecter le droit maritime. Il y a un autre point important du droit qui est que les États ensuite côtiers doivent nous indiquer un lieu sûr de débarquement le plus rapidement possible. Et avec le soutien de l'ONU, avec le soutien de l'Union européenne, de débarquer les personnes en Libye. Donc là, nous devons attendre une semaine, 10 jours. Les embarcations nous sommes informés soit par des centres de coordination italiens soit c'est un avion de reconnaissance qui nous prévient. Et à ce moment-là, nous envoyons deux embarcations. C'est des sauvetages excessivement compliqués puisque ce qu'on appelle du sauvetage de masse avec des risques de
que les personnes paniquent, et donc le navire, l'embarcation très fragile chavire, avec beaucoup de personnes qui n'ont pas de gilet de sauvetage, la majorité n'en ont pas, et la majorité ne savent pas nager non plus. Donc il faut vraiment gérer ces situations. C'est pour ça que nous n'avons que des professionnels à bord, une équipe médicale internalisée maintenant, mais que des professionnels marins sauveteurs. Ça, c'est une des missions principales. Je vois que le temps passe, donc je vais accélérer pour laisser la parole à Marie. Donc le sauvetage, une de nos missions principales. Deuxième mission, la protection. Marie développera cette partie-là. Bien sûr, toutes les personnes que nous sauvons ont subi des traumatismes, sont blessées. Il y a des femmes enceintes, elles sont traumatisées après l'enfer libyen. Donc, il faut s'en occuper, il faut les soigner. Et donc, nous avons une équipe médicale à bord qui est internalisée actuellement, avec médecins, infirmières, sages-femmes, médiateurs culturels. Et puis, la troisième mission que nous avons, c'est le témoignage, le savoir, faire savoir de ce drame, parce que il est essentiel de mobiliser l'opinion publique et que les personnes, l'opinion publique, réalisent de ce drame aux portes de l'Europe. Alors, d'abord, c'est parce que nous avons 2 journalistes à bord, un journaliste et un photographe, ou 2 journalistes toujours qui tournent. Actuellement, donc, l'Ocean Viking est parti ce matin pour la Méditerranée centrale. Avant d'y arriver, il va faire des essais, évidemment. Ils s'entraînent, ils ont besoin de beaucoup d'entraînement. Mais nous avons actuellement donc 2 journalistes, un journaliste et un dessinateur à bord qui feront des rapports totalement indépendants. Donc, c'est très important, ce témoignage. Et puis, nous avons un agrément de l'éducation nationale pour faire de la sensibilisation scolaire avec un guide pédagogique qui a été édité avec l'aide de l'association de la Fondation Abbé Pierre et que vous pouvez trouver disponible en PDF sur le site de SOS Méditerranée et avec l'agrément de l'éducation nationale. Et puis évidemment, il y a beaucoup d'événements dans toutes les antennes en France, 19 antennes actuellement, la 20e qui sera ouverte prochainement. Je vais accélérer un petit peu. Je pense que je vais laisser plutôt la parole à Marie, parce que le temps passe vite. Simplement, la situation en Méditerranée centrale ne s'améliore pas. Il y a eu une diminution des départs et des arrivées en Europe au cours de l'année 2019. Et encore plus au cours de l'année 2020. Mais par contre, au cours de l'année 2020, les arrivées en Italie ont nettement augmenté par rapport à l'année précédente. Il y a déjà un certain nombre de décès depuis le début de l'année, donc il est urgent que nous repartions en mer. Et c'est ce que nous allons bientôt arriver sur site, bientôt. Le navire Open Arms a déjà fait des sauvetages. Et il est actuellement en quarantaine en Italie. Donc, nous serons les seuls bientôt en Méditerranée centrale pour effectuer ces sauvetages. Je remercie de votre écoute. Je crois que j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je répondrai à vos questions tout à l'heure. Je préfère laisser la parole tout de suite à Marie, parce que sinon, je pourrais vous parler encore 1 heure. Merci. Merci beaucoup. Oui, tu peux. Oui, oui. En fait, j'étais en train de me dire, si ça se termine à la demi, on pourrait partir directement de vos questions sur comment ça se passe à bord. Bon, voilà, parce que Je ne sais pas. sinon, vous n'aurez pas de place pour poser les questions. Et c'était important de poser le cadre comme l'a fait François. Donc, peut-être que c'est le plus facile. Peut-être du coup vous demandez si les uns et les autres ont débordé d'un petit quart d'heure, parce qu'effectivement le temps a tourné, c'était très précieux. Merci de votre intervention, François. Est-ce que si on allonge techniquement de 15 minutes notre réunion, ça vous conviendrait aux uns aux autres, ou vous avez des impératifs qui empêchent de le faire?
peut-être que si c'est possible pour un quart d'heure, dans ce cas-là, Oui. je vous propose peut-être de témoigner néanmoins avant les questions de ce que vous avez pu vivre, constater à bord. Oui, Pas trop longuement pour qu'on puisse avoir le temps des questions et des débats, mais je vous cède quand même la parole pour que vous puissiez d'abord nous donner une vision de votre vécu et de ce que vous voulez nous partager ce soir. D'accord. De toute façon, j'avais prévu quelque chose de court parce que c'est plus intéressant après les questions. Bon, ce que je peux dire d'entrée, c'est que moi, je suis humanitaire et que normalement, j'étais censée être préparée puisque bon, j'ai travaillé sur des terrains de guerre et qu'en fait, une mission de 6 semaines à bord de l'Aquarius, puisque moi, je n'ai pas navigué sur l'Ocean Viking, une mission de 6 semaines sur ce bateau, c'était pire que une année sur un terrain où on était bombardé tous les jours et sous couvre-feu et j'en passe. Donc c'est dire que quand même la densité. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le premier sauvetage qu'on fait, je pense qu'on le garde tous en tête. Moi, le premier sauvetage, c'était une nuit de novembre 2016, puisque j'ai fait 2 missions, hein, une en hiver 2016 et une au printemps 2018. Cette nuit-là, je reverrai ça jusqu'à la fin de mes jours. C'est en pleine nuit, une espèce de petits bâtonnets luminescents comme ça au loin, et on est tous voix, et puis au fur et à mesure, il y a des espèces de petites lucioles comme ça qui se rapprochent, et tout d'un coup, il y a des visages qui surgissent. Et là, moi, je comprends que ces petites lucioles-là, c'est le reflet du spot énorme du bateau dans les yeux des gens. Et là, c'est un univers qui bascule. C'est-à-dire que toutes les valeurs qu'on a, tout un monde autour de l'humanité, tout ça, ça s'écroule. Et on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Mais comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe? Enfin bon, bref, il y a un moment comme ça de flottement, de saisissement. Eric de Lucas parle d'images qui lui est restée tatouée au corps, quoi. Tellement c'est terrible. Bon, voilà. Donc en fait, bon, ça va vite après, parce qu'on n'est pas là pour s'éterniser sur les sensations, tout ça. Donc dès que les gens, bon, il y a une noria de bateaux de secours qui fait l'aller-retour entre le navire, le gros et les bateaux, les embarcations. Ils sont déversés sur le pont par dizaines, vingtaines, et là, il faut faire vite, quoi. Et donc, le premier contact, c'est on accueille les gens, on leur tend la main, on les regarde dans les yeux, et là, c'est premier scanner. Du coup, en les accueillant, en leur souhaitant la bienvenue, on comprend où ils en sont sur le plan psychique, sur le plan physique, s'ils sont avec nous, pas avec nous. Et c'est le premier tri qu'on fait pour savoir si on se dit que les gens là, ils vont pouvoir attendre un peu s'il n'y a pas besoin de soins en urgence ou pas. Et donc là, on opère ce premier tri. Les blessés, les malades, les femmes, les enfants partent d'un côté et les hommes valides partent de l'autre. Et c'est le début d'une hospitalité, je dirais, inconditionnelle. C'est-à-dire les gens arrivent, on ne leur demande rien d'autre que juste de quel pays ils arrivent et quel âge ils ont, comme ça, pour pouvoir mettre les mineurs à l'abri. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Après, et on prend note juste de ce qu'ils nous disent, on ne remet pas en question quoi que ce soit. Bon, voilà. Et du coup, je dis souvent que, en fait, nous, on fait sur les ponts de l'Aquarius ou de l'Ocean Viking, on ne fait pas grand-chose, si ce n'est être avec les gens. Ce qui est effectivement colossal, parce qu'en fait, ces gens-là, ils viennent de passer des jours et des jours, des mois, des années pour certains, dans des camps où ils ont été
considérés comme des sous-hommes. On est dans des histoires de traite négrière, voilà, de trafic humain avec beaucoup d'argent qui tourne hein, en Libye. Un homme vaut entre 350 € et 3500 €, une femme entre 150 € et 1500 €. On est dans des histoires comme ça où ces personnes-là, elles ont été exclues du registre humain. Et nous, quand on arrive, voilà, on ne fait pas grand-chose si ce n'est ça, les ramener dans le monde des humains, leur redonner des contours, leur redonner un nom, une forme. Voilà, alors chacun à sa façon se débrouille sur le bateau avec ça, parce que les marins quand même, c'est pas leur métier ça. Mais bon, tout le monde participe à ça. Et je dois dire que à côté de l'horreur qui nous saisit, dont je vous parlais en introduction, eh bien, il y a tous ces moments de grâce, de partage, d'humanité, et où on se dit que malgré toute cette barbarie, en fait, ça n'empêchera jamais les jolis moments comme ça, et ça sera peut-être des souvenirs qu'on leur fabrique sur les ponts auxquels pouvoir s'accrocher par la suite, dans la suite de leur voyage, parce que Dieu sait que leur voyage n'est pas terminé. Bon, voilà. Après, je peux vous dire à peu près d'où viennent les gens, combien il y a de personnes, plutôt combien d'hommes, combien de femmes, je ne sais pas si c'est hyper important. Peut-être qu'on peut partir de déjà ça et puis vous me posez des questions, voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je propose effectivement qu'on puisse ouvrir les questions, les réactions, le débat. Donc, comme je disais, il n'y a pas de petite main techniquement pour dire qu'on veut prendre la parole, mais voilà, on peut le faire de cette façon-là. Et puis, vous avez aussi en bas, pardon, de rappeler cet aspect technique, mais la possibilité dans un fil de discussion, si vous préférez le faire de cette façon-là, pouvoir adresser les questions que je regarde de mon côté pour les relayer si besoin. Donc, je vous laisse. En fait, bonsoir. En fait, je voulais savoir, merci pour tout ce qui a été dit, merci beaucoup pour le témoignage de Marie aussi. Enfin, mais voilà, je sens bien que sur le bateau, il se passe des choses assez extraordinaires et c'est indispensable. Mais après, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez, quand vous accostez? Voilà, ce qui me préoccupe aussi, c'est ça. Ça, il y a un sas de réhumanisation, mais voilà, après, je crains que, voilà, je voulais savoir si vous anticipez l'après. À l'arrivée, alors, l'arrivée des rescapés sur le sol européen est anticipée au sens où nous avons l'obligation de prévenir de qui arrive et dans quelles conditions physiques, psychiques. Donc, il y a parfois des évacuations qui sont faites, comme l'a dit François, en cours de voyage, parce qu'il y a des urgences. Il y a, par exemple, on a accouché 6 femmes, donc 6 bébés sont nés à bord. Évidemment que ces personnes-là, elles étaient attendues à l'arrivée et qu'elles partaient directement sur les hôpitaux. Comme tous les blessés, comme toutes les personnes qui ont des maladies dont il faut qu'on s'occupe en urgence. Pour tous les autres, en fait, ils sont attendus. D'abord, ça se passe comme ça. Quand on arrive, c'est d'abord le ministère de la Santé, en l'occurrence italien, qui monte à bord et qui dirait qu'il n'y a pas de problème sanitaire majeur et donc accueille ensuite ces personnes sur les quais. Et nous, on a déjà prévenu s'il y avait des personnes, je pense surtout au psychique, hein, parce que le physique, il est facile à repérer. Le psychique, on essaye de
de donner des éléments. Mais après, le ministère de la Santé qui est sur place et la police, évidemment, qui va faire ses premières interviews. Derrière, il y a les associations qui sont là. Et d'ailleurs, de toute façon, au débarquement, s'il n'y avait pas tous les bénévoles qui étaient là, il n'y aurait rien qui se passerait. Et donc là, on a toutes les associations. Donc, il y a MSF, MDM, la Croix-Rouge. Et donc là, les personnes qui arrivent vont arriver sur ce qu'on appelle les hotspots, premier centre de rassemblement et, où il va y avoir un premier tri. Et donc, à cet endroit-là, les personnes qui ont besoin peuvent rencontrer des équipes, mais c'est jamais satisfaisant. C'est clair, hein, parce que là, ils arrivent, ça dépend en plus des villes, ils arrivent sur un premier centre où normalement ils sont censés pas rester longtemps, et ensuite ils passent, suivant les ports, ils passent sur un deuxième endroit où ils vont rester là plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et auquel cas, là, il peut y avoir une prise en charge un peu plus au long cours, que ce soit physique ou psychologique. Voilà. Après, si vous voulez, c'est la question que tout le monde nous pose, hein. Nous, on est SOS Méditerranée, on est sur le maillon, on sort les gens de l'eau et on les amène au bout de la passerelle. Et à partir du moment où ils n'ont plus les pieds sur la passerelle, voilà, advienne que pourra. Et on a beau savoir qu'après, le voyage n'est pas fini, et Dieu sait que c'est douloureux de les voir partir, hein, parce qu'on sait, nous, ce qui les attend. Voilà. Il n'empêche que nous, on essaye de tenir notre place sur le maillon. Cependant, il s'avère que beaucoup des bénévoles de SOS Méditerranée travaillent aussi par ailleurs, sont bénévoles dans d'autres assos, comme par exemple sur Toulouse. Beaucoup de notre antenne, nous travaillons sur les squats. Et moi, je travaille avec les mineurs isolés de Toulouse, par exemple. Vous voyez, parce que du coup, ça répare un peu ce moment où on les largue comme ça et on sait qu'ils vont se retrouver dans la nature et sur les trottoirs et dans des conditions terribles. Voilà. Alors, apparemment, il y a moyen de lever la main hein, si vous souhaitez intervenir. Oui, je vois une demande de prise de parole. Allez-y, je vous en prie. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que je peux parler à Marie? Oui, c'est bon, c'est bon. Je peux parler à Marie, là. J'ai réactivé le son, là. Oui, C'est bon. Ça marche? Oui, ça marche. Je veux poser la question. Oui, je vous écoute. Oui, merci Marie. Simplement, je reviens un petit peu en arrière. Je voulais savoir comment se compose l'équipage de l'Aquarius. Est-ce qu'il y a des marins professionnels qui, eux, ne sont pas dans l'humanitaire hein, et qui sont des techniciens, je dirais, de la navigation. Et il y a donc l'équipe des bénévoles. Et comment sont-ils formés aussi pour accueillir dans des situations extrêmement difficiles telles que vous les avez décrites. Hein. Et voilà, c'est simplement le nombre et puis cette distinction entre ceux qui font marcher. Alors aujourd'hui, pour ce qui concerne l'Ocean Viking, je laisserai prendre la parole à François parce que je ne sais pas comment ça s'organise, mais sur l'Aquarius, il y avait trois équipes à l'époque distinctes, c'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle les Marine Crew, c'est-à-dire qui pilotent le navire, avec un des marins de l'équipage qui travaillait avec l'équipe de marins SOS. Il y avait l'équipe de SOS de marins sauveteurs et l'équipe de MSF. Ça faisait une trentaine de personnes, à peu près 10, grosso modo. Et avec
Donc, pendant les opérations, un des marins du navire participait au sauvetage avec les marins sauveteurs de SOS. Et ensuite, nous avions des quarts de veille. Bon, comme quand il n'y avait personne, les quarts de veille, c'était pour surveiller la mer. Et une fois qu'on avait du monde à bord, on avait des quarts de veille pour surveiller les ponts et être disponible pour les besoins des uns et des autres. Et à ce moment-là, on faisait des quarts en trio, c'est-à-dire un personnel du bateau, un personnel sauveteur, marin sauveteur et un soignant. Voilà, donc aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, du temps ça maillait, c'était complètement maillé toujours en tripartite. D'accord. Je vais compléter ce que tu viens de dire, Marie, parce que j'ai reçu la liste des personnes à bord. Donc aujourd'hui, on a, comme je l'ai dit, on a une équipe médicale internalisée. Il n'y a aucun bénévole à bord, jamais, parce que c'est des missions compliquées et il faut vraiment des professionnels. Donc aujourd'hui, on a une équipe de 22 personnes à bord. Donc, comme Marie l'a dit, il y a l'équipage de conduite du navire qui appartient à l'armateur, qui est de 9 personnes. Et nous, on a une équipe de 22 personnes. Donc, des personnes qui vont être en charge de la coordination du sauvetage et puis des personnes en charge de la communication aussi. Toujours. Donc, actuellement, là, on a à bord une personne qui est ce qu'on appelle Communication Officer et puis un photographe. Et puis, donc l'équipe médicale, on a 2 infirmières actuellement, une médecin, une sage-femme, et puis une équipe qu'on appelle le Care Team, avec un médiateur culturel, un logisticien, et puis une personne également qui joue le rôle de. Enfin, Marie l'a expliqué, il y a toutes ces personnes, il faut les écouter, il y a des regards, il y a des moments, il faut détecter ces périodes, ces moments de grande détresse. On ne peut pas imaginer ce qu'ils ont vécu, cet enfer libyen. Donc, sur l'ensemble, donc actuellement, on a 22 salariés à bord, 22 personnes. Si on rajoute donc le medical team et le care team, ça nous fait 7 personnes. 2 personnes pour la communication et puis tout le reste, c'est des marins sauveteurs puisqu'il faut vraiment opérer tous ces canaux de sauvetage et ces équipes qui vont aller chercher ces naufragés. Et puis, en dehors de l'équipe de SOS Méditerranée, comme je vous l'ai dit, il y a également 2 journalistes ou un journaliste et un photographe. Voilà. Juste pour confirmer un point que vous aviez cité, donc vous dites aujourd'hui que sur cet axe maritime, au niveau international, il n'y a plus que ce bateau de SOS Méditerranée qui intervient sur cette zone. J'ai bien compris ça? Oui, tout à fait. Il y a plus de. L'Union européenne a retiré tous les moyens qu'ils avaient, même si c'était des moyens qui avaient principalement pour mission la protection des frontières et le contrôle des trafics. Ils ont créé une nouvelle opération Irini, mais qui est plus du côté oriental pour éviter le trafic d'armes, principalement côté turc. Mais il y a des avions de Frontex qui survolent la zone et puis éventuellement des drones. Mais quand ils détectent des embarcations en détresse, ils préviennent les Libyens, les gardes-côtes libyens, ils ne nous préviennent pas nous. Donc, nous sommes les seuls avec des moyens maritimes dédiés. Alors, je vous parle, il n'y a aucun navire, puisque l'Ocean Viking n'est pas encore arrivé sur zone. Et l'Open Arms, qui est le seul navire autorisé par les Italiens, est en quarantaine. Et donc, également, et après, donc il y aurait 5 bateaux qui ont été, comme ça a été le cas, considérés comme ne respectant pas un certain nombre de fausses normes, entre guillemets, et qui sont dans l'incapacité, du coup, de rejoindre et de secourir. Ils sont tous bloqués en Italie. Il y a 5 bateaux.
Donc, la grosse ONG allemande, par exemple, Sea-Watch, qui a 2 navires, le Sea-Watch 3 et le Sea-Watch 4, leurs 2 bateaux sont bloqués en Italie. Alors, ils ont une approche différente de la nôtre, puisqu'ils ont ils ont pris une approche juridique. Ils ont attaqué l'État italien, c'est passé au tribunal administratif, ça a été renvoyé maintenant à la Cour européenne. Et donc, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, on ne sait pas quelle option ils vont prendre pour soit continuer des actions juridiques et essayer de mettre en conformité leur bateau. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas parler à leur place, mais en tout cas, il y a 5 bateaux bloqués en Italie actuellement. Jacques, tu veux poser une question? Je te vois lever la main. Oui, justement, comme c'est difficile de débarquer en Italie, est-ce que ce serait possible pour vous de débarquer au sud de la France? Alors, le droit maritime est très clair, ce n'est pas nous qui décidons. Lorsque nous sommes dans une fameuse zone SAR, donc Search and Rescue pour recherche et sauvetage, ce sont les autorités qui nous indiquent le lieu sûr de débarquement le plus proche. Ensuite, comme on l'a dit, ces personnes, comme l'a bien expliqué Marie, qui l'a vécu, ces personnes, il faut voir ce qu'elles ont vécu également en mer. Elles arrivent d'une manière épuisée physiquement, psychologiquement, et ce n'est pas du tout raisonnable de rajouter quelques jours de mer pour les envoyer au sud de la France. Ce n'est pas, lorsque la maire de Marseille avait proposé de les accueillir, bon, c'est une grande générosité, c'est une grande solidité. C'est l'État, c'est le préfet maritime, c'est l'État français qui a ce pouvoir de pouvoir décider. Mais en plus, c'est beaucoup trop loin. C'est beaucoup trop loin de rajouter des jours de mer pour ces personnes. C'est vraiment le lieu sûr le plus proche, c'est vraiment l'Italie ou Malte. Donc, c'est pas. Et ce n'est pas nous qui décidons en plus. Donc, on ne peut pas, on est obligé de respecter vraiment les autorités, le port, le lieu le plus proche qui nous sera indiqué par les autorités. Il y a une question sur le chat à laquelle je vais essayer de répondre. Quelqu'un me demande si je peux parler des soins psychiatriques à bord. En fait, je n'étais pas à bord en tant qu'infirmière psy. Voilà, j'étais en tant que raconteuse de bord, recueilleuse de témoignages. L'idée qu'on avait avec Sophie, c'était de témoigner, de donner un visage à ces personnes dont on parle généralement toujours de manière collective. On parle toujours les migrants, les demandeurs d'asile, des histoires de quotas. Voilà. Et nous, ce qu'on voulait, c'était raconter des histoires singulières, mettre des visages sur ces histoires et que ce soit ces personnes qui parlent d'elles-mêmes. Voilà. Donc, en fait, moi, je me suis occupée que de la partie recueil de témoignages. Cela dit, le fait d'être infirmière psy m'a permis de faire extrêmement attention à la manière dont je recueillais ces témoignages. Bon, à l'époque, on pouvait garder les gens à bord quelques heures, enfin 3 à 5 heures, si on les transbordait sur un autre navire qui les emmenait en Europe. Et si c'était nous qui les acheminions jusqu'à l'Europe, on les gardait avec nous une trentaine d'heures. Et du coup, les personnes, bon, je leur proposais, je leur disais que moi j'étais la raconteuse de bord, donc ils pouvaient me raconter ce qu'ils avaient envie, c'est-à-dire leur voyage. Je les obligeais à rien du tout. Et donc, évidemment, que suivant le temps qu'on avait, j'allais plus ou moins ouvrir ou pas, parce que je voulais surtout pas que des gens se retrouvent dans une hémorragie comme ça d'émotions, et je savais qu'il fallait faire très attention à ça. Voilà, donc je n'ai pas eu de fonction d'infirmière psy, mais effectivement, mon profil d'infirmière psy a fait que ça m'a beaucoup aidé pour accompagner le plus respectueusement ces personnes. Merci. Je vois également qu'il y a une question, Nathalie, de comment ça se passe au niveau de la langue. Est-ce qu'il y a des interprètes sur le bateau? Comment justement la barrière de la langue est-elle
peut-elle être levée à bord? Alors, il y a effectivement des médiateurs culturels. Ça, c'est plus pour la partie des soins, où là, on a besoin d'être concerne. Pour la partie des témoignages, je parlais soit en français, soit en anglais avec les personnes, suivant leur langue. Un peu en arabe, mais ça me suffit. Enfin, je ne parle pas suffisamment couramment l'arabe pour pouvoir mener un entretien. En plus, mon accent arabe les faisait beaucoup rire, ce qui était déjà une entrée en matière. Voilà. Et donc, nous, on travaillait en duo avec ceux pour qui savaient manier la langue ou française ou anglaise. On pouvait travailler aussi en petits groupes. Voilà. La langue officielle sur un bateau, c'est l'anglais. Et à partir de là, bon, on se débrouille. Mais par contre, au moment des sauvetages, il y a toujours un médiateur culturel qui partait sur le premier bateau d'évaluation, de repérage, et dont la mission était d'expliquer qui nous étions, que nous n'étions pas de la police, que nous étions là pour les aider. Et voilà. Donc, c'est le médiateur culturel qui prenait le premier contact avec les rescapés. Encore une ou deux questions peut-être, s'il y en a. Céline. Ton micro est fermé, mais tu as la parole quand tu veux. Je vois Céline, je vois... Céline, tu avais levé la main, non? Je me suis trompé? Non, non, oui, j'ai voulu, voilà. Alors, c'est pas une question, c'est une réaction avec l'idée qu'il faudra que ça mûrisse et que ça se prolonge peut-être. Hein. Voilà, je suis très frappée, Marie, par ce que tu as dit de l'individu, de la personne, de l'humanité que le premier regard et le premier entretien redonnent à ces personnes. Je suis très frappée aussi, François, que tu aies dit, on parle des migrants, mais pour nous, c'est d'abord des naufragés et après des rescapés. Et nous, des fois, quand on les accueille, on dit des survivants. Hein, quand ils arrivent à Paris, il y en a qui ont fait ce trajet. Il n'y en a pas beaucoup dans nos permanences qui sont assez cadrées, finalement, sans papier, déjà assez présents en France, mais on en a aussi. Par exemple, on a un très bel exemple dans le film que Olivier Cousin a pris dans notre permanence, et on a un exemple d'une dame qui a exactement vécu ça, le bateau libyen jusqu'à Lampedusa. Bon, donc je suis très frappée par cette espèce de dualité, enfin que vous mettez tous les deux comme ça. Il y a l'individu, il y a le groupe, et je suis sûre qu'on a plein de choses à faire là-dessus, parce que nommer les gens, c'est capital. Et effectivement, les migrants ou les sans-papiers, ça devient vide d'humanité. Il y a le pluriel, mais il y a aussi le mot qui s'est vidé au fur et à mesure. Il est employé depuis combien de temps? Depuis les sans-papiers, c'était 95-96. Hein. Donc, il y a ça, il y a nommer, il y a trouver les mots. Et il y a aussi, sans arrêt, aller du groupe à l'individu, de l'individu au groupe. Parce que les lois, par exemple, et on milite pour que les lois changent, qu'il y ait des lois un peu plus humaines, elles concernent le groupe tout entier, elles concernent tout le monde. Mais l'individu, ce contact premier et unique que tu as fait vivre, Marie, qui est saisissant, vraiment, moi j'ai été bouleversée par ce que tu as dit, parce que j'ai vu ce que tu dis. Oui, vraiment, ça, c'est capital. Enfin, c'est ça qui, sans doute, peut remettre la personne debout. S'il n'y a pas ça, il se fond dans le groupe et il peut vraiment disparaître. Voilà. Donc, je voulais juste dire ça. C'est pas prêt, hein, ce que je vous dis là, c'est pas mûr. Et je voudrais rajouter une relation de ce que je dis là et de l'individu à ce qu'a dit François Gémen. Rappelez-vous qu'il nous a dit que politiquement, et peut-être sur le travail de l'opinion publique, de la sensibilisation à l'opinion publique, il nous faut redonner des visages, des noms, des histoires personnelles
à ces gens. Remarquez, je fais une parenthèse, que pour l'opinion publique française, réfugié est un mot beaucoup plus mobilisateur que migrant, parce qu'on pense qu'il est en danger. Or, nous, on sait très bien que la plupart des réfugiés deviennent des migrants sans papier. Bon, et vous voyez, je veux dire, la force du mot et ce travail de faire des ponts, de ne pas lâcher les deux, voilà. Le groupe, le travail pour tous, et puis l'individu, sans lequel le groupe n'existe pas. Le groupe, c'est des individus mis ensemble. Voilà, pardon d'avoir été un peu longue, mais vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très fort ce que vous nous avez apporté. En tout cas, dans mon expérience, c'est tout autre chose, quoi. Voilà, merci. Céline, je voudrais juste rajouter, c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas fait là, parce qu'on est, je crois qu'on est tous, on partage tous les mêmes valeurs, mais très souvent, quand je présente l'association, je mets le mot personne devant chaque fois. Si personne migrante, personne rescapée, personne naufragée, parce qu'on nous inonde, enfin ces chiffres sont terribles, mais ils ne parlent pas, tous ces chiffres. Malheureusement, ça dure depuis des années. Comme tu l'as dit, Céline, les sans-papiers, ça remonte aux années 90, même avant. Tout ça, ça ne parle pas de la dignité humaine et de la personne. Donc c'est vrai que souvent, j'essaie de m'obliger moi-même à mettre personne migrante quand on parle de migrants, mais personne rescapée et personne naufragée. Il y a une question là autour du profil du médiateur culturel. J'en dirais, enfin bon voilà, ce sont des gens généralement qui parlent l'arabe, qui soient originaires d'un pays d'Afrique ou pas. Mais juste ce qui nous arrive régulièrement, c'est que ce sont des personnes qui ont parfois eux-mêmes fait ce trajet-là et qui nous disent qu'ils veulent rendre à leur tour la chance qu'ils ont eue, eux, de s'en sortir et de trouver une place quelque part, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne, voilà. Et donc, et parfois aussi, ce qui s'est passé, moi je me souviens d'une scène sur l'Aquarius où ça avait été, c'était terrible. Là, c'était pas les médiateurs culturels, c'était les marins de l'équipe de l'Aquarius, là, le Marine Crew, je sais pas comment on dit en français. Comment tu dis? L'équipage. Ouais, voilà. Et en fait, un de ces marins de l'équipage montait sur un des ribs là, de sauvetage. Et donc, lui, il était d'origine du Ghana. Et cette fois-là, on avait quasiment que des gens du Ghana. Et moi, je me trouvais à l'arrière du rib, derrière ce marin. Et tout d'un coup, je l'ai vu qui demandait à tous les rescapés qui montaient sur le canot de sauvetage, il leur demandait d'où ils arrivaient, donc Ghana, Ghana, Ghana. Après, il leur a demandé à tous la ville d'où ils venaient. Et donc, et moi, je le voyais que de dos. Et au fur et à mesure, j'ai vu son dos commencer à bouger et les gars la regardaient. Et j'ai compris qu'à ce moment-là, ce garçon pleurait, quoi. Il était effondré parce que effectivement, les équipages, je ne sais pas sur l'OVI, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il y a beaucoup de Philippins, mais sur l'Aquarius, il y avait les Philippins, oui, mais il y avait aussi beaucoup de Ghanéens. Et du coup, c'était ces gens-là, eux, ils avaient réussi à trouver leur place dans leur pays, ils n'avaient pas eu besoin de bouger, mais en face d'eux, jour après jour, ils voyaient toutes ces personnes-là qui avaient pris le risque de mourir en mer, et c'était assez terrible pour elles, quoi. Voilà. Du coup, je suis allée un peu plus loin que votre question. J'ai pris un peu plus de temps. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps passe, donc on va arriver à la conclusion de notre échange et de notre soirée. Je voulais à nouveau, François, Marie, vraiment vous remercier chaleureusement d'avoir pu nous consacrer un peu de votre temps. Jean-Marie, tu voulais partager, parce que je crois que pour prolonger aussi, on peut lire le livre que vous avez écrit justement sur
sur ces rencontres et ces témoignages que vous avez recueillis. Je ne sais pas si Jean-Marie peut partager ce document. En tout cas, on pourra vous en donner les références. Je pense qu'on a vos différentes adresses pour pouvoir le faire. Ah bah, c'est parfait, merci. Des naufragés de l'enfer. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas encore en mesure de vous annoncer quel sera notre prochain rendez-vous. En tout cas, on va poursuivre, le réseau va poursuivre ces soirées de débat grand témoin. Alors, Céline doit avoir un scoop, a priori. Voilà, donc on compte bien poursuivre ces échanges, ces soirées débats. On va essayer aussi, si vous en êtes d'accord, Françoise et Marie, de les mettre en ligne sur notre réseau, parce que voilà, c'est important qu'à partir… On était quand même plus de 40, je crois, à participer à cet échange. Puis si on peut diffuser plus largement, je crois que les uns et les autres, c'est aussi ce qu'on essaye de faire, de témoigner de certaines réalités pour essayer de faire bouger les choses. Donc merci à toutes et à tous. Et Céline, donc tu as une annonce à nous faire? On a pris contact avec Aurélien Taché. On va rebasculer un peu du côté politique actuel française. Et en fait, je n'avais pas de réponse depuis un certain temps. On avait pris contact avec lui en janvier l'année dernière, avant le confinement, enfin avant l'épidémie, avant la pandémie. Et puis et puis là, j'ai repris contact et j'ai eu enfin une première réponse. En fait, comme il changeait d'attaché parlementaire, il y a eu un trou. Mais là, je suis de nouveau avec la nouvelle attachée et je pense qu'on va très vite trouver un lundi. Alors, vous savez qu'on prend toujours des lundis soirs et que ce sera, on l'espère, dans la première quinzaine de février ou celle de mars. En gros, on essaye les premières quinzaines des mois. Voilà. Et puis, on vous le fait savoir. En tout cas, à nouveau merci. Merci à vous de votre présence, de cet échange. Et puis, je vous dis rendez-vous donc, si vous le souhaitez, en février ou en mars pour une nouvelle soirée. Vous y serez cordialement invités. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci. Et merci encore. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Bravo. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et puis s'il y a des questions, je pourrais répondre par le réseau RCI encore. Voilà. On a une adresse. Je serai disponible pour répondre à vos questions. Merci en tout cas de ce partage. Oui, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Toi? On voit pas son image. Ah, zut. Il n'y a rien de glorieux. Bonsoir, Jacques.